La rançon de la vertu. Chapitre 25. Grands mots pour grande solde. Une lame courbe, couleur grenat, gonflait de puissance sur le fil de l'horizon noir de nuit. Elle tranchait le monde en deux, une nappe de poids insondable sur laquelle se couchait un ciel aux teintes diffuses et bleutées, mélange du feu qui naissait derrière le monde et du voile obscur encore couché sur celui-ci. Les dernières étoiles vacillaient devant les premières lueurs de l'aube et, comme sommée par l'astre naissant, la mer reculait sur ses pas. Le balai de vagues s'en retournait vers un royaume d'abysses et de noirceur pour déserter un temps son empire de sable. La lumière du dragon borgne dessinait les lointaines jumelles, les tours sœurs qui gardaient chaque côté de l'entrée de la baie d'Éclisse. Depuis les racines de la grande dame, les deux phares apparaissaient de bien modeste façon. D'ici, les monuments n'étaient que des silhouettes fines et élancées, des chandelles solitaires couronnées d'une lueur nacrée et mourante face à l'éclat divin du souffle du dragon. Sur le pourtour de la rade, les cimes des pins se détachèrent subrepticement de l'encre du ciel, avec tant de douceur que l'œil humain ne pouvait constater qu'après coup qu'elle cisaillait brusquement le sommet des falaises. Lorsque les frontières du lointain s'évanouirent dans une lumière éblouissante, les bois retrouvèrent leur parure de vert et de brun. Les pins claquèrent sous le vent d'est, armés d'oriflammes plantés au sommet des géants de pierre. Les parois revêtirent un vernis doré et brillant qui étincelait comme 1000 milliers de diamants remontés à la surface du désert inondé, abandonné un instant plus tôt par une marée tenace. La tannelle, caressée d'amour par l'œuvre du borgne et de ses traits d'or, s'éveillait lentement tandis qu'elle regagnait ses couleurs. Le premier éclat qui toucha la ville brilla depuis la flèche d'argent de la cathédrale des Neufs, culminant avec majesté au sommet de la cité millénaire. Le tapis de soleil recouvrit les vitraux du temple, les hautes tours du palais des 5 trônes, puis descendit sur la ville pour envelopper ses quartiers les uns après les autres. Les toitures orangées, jusqu'ici grises et ternes, s'enflammèrent d'une vigueur estivale. Les ponts titans de Saint-Jean et de Sainte-Anne se drapèrent d'albâtre, comme la couronne de falaise sur laquelle trônait le berceau de la grande dame. Ainsi, le dernier endroit touché par la grâce fut le pied de la cité, où sommeillaient encore les quais d'encens et, non loin, les bancs de sable et leurs ghettos. Un rayon aveuglant frappa le visage d'Énéaque. Il perçait par une fente dans la lourde planche qui le surplombait et refermait son trou. Le gamin, constatant que le jour pointait, repoussa le morceau de bois qui bascula en arrière pour s'étaler sur le sable. Toujours blotti comme un crabe entre ces deux rochers, Énéaque plissa les yeux, ébloui. Il n'avait que très peu dormi. La fatigue grandissante qui pesait sur ses épaules et sur ses paupières portait avec elle des élans frissonnants, et cette sournoise sensation de froid et de faiblesse empiétait sur son humeur. Il accueillit avec bienvenue les rayons du soleil, dont la douce chaleur amoindrit pour quelques instants les effets de son abattement. Le garçon, les traits tirés et le corps endolori, s'extirpa de l'anfractuosité humide où il avait passé la nuit. Sa faim le tourmentait toujours, même malgré les odeurs puantes soulevées par le départ des vagues. Il n'avait rien grignoté depuis 2 jours, pas même un quignon de pain. Il passa une main sale sous ses hardes et caressa son ventre. Son estomac s'était recroquevillé sur lui-même comme une éponge de mer asséchée par le soleil et le vent. D'un doigté prudent, Énéaque tâtonna avec précaution la bosse charnue qui lui gonflait l'arcade et recouvrait son œil gauche. L'hématome avait légèrement dégonflé. Il inspecta ses mains, ses doigts effilés et ses genoux cailleux, couverts de croûtes encore marquées de sang séché, puis réprima un bâillement de lion. La douleur qui lui crispait la mâchoire, elle aussi, s'était atténuée, mais pas suffisamment pour que le garnement se risque à dévoiler toutes ses dents. Sous ses guenilles, il examina les larges marques violacées qui lui tachaient la peau. Encore un symptôme du passage à tabac dont il avait été victime. Les contusions et leurs teintes venimeuses s'égaraient ici et là dans le gris sombre de la dartre qui lui rongeait son corps rabougri. Il scruta les environs. Le ghetto ne dormait jamais vraiment, mais à cette heure particulière, marquée de l'empreinte de l'aurore, les bancs de sable étaient plongés dans une torpeur indolente.
L'enfant ramassa une courte lance de bois grossièrement taillée qui patientait dans son antre, resserra les lacets enroulés autour de ses chevilles qui maintenaient ses chaussures de jute, et pressa le pas vers l'extrémité de la grève. Il longea les allées de taudis, bâties à quelques mètres du sable encore détrempé, et laissa derrière lui le ramassis de bois et de tissus rapiécés qui constituait le quartier de misérables cahutes. Arrivant face à une large étendue rocailleuse étalée au pied des falaises, clairsemée ici et là par de vastes mares d'eau croupissantes envahies d'algues noires, Énéaque observa les environs avec méfiance. Le garçon se refusait de tomber dans le même piège qui l'avait surpris durant la nuit. Il balaya les environs du regard à la recherche d'une quelconque bande prête à surgir. Personne. Seules les bouches grossières des égouts de la haute ville vomissaient leur dégorgement poicre. Il filait sur la roche, serpentait sur le sable pour rejoindre des flaques d'immondices. Un espoir fugace pointa dans le cœur d'Énéaque, qui s'avança au milieu des rochers. Les yeux plantés sur ses pieds, il prit garde aux reliefs acérés des coquillages et de la caillasse polie par la houle qui égrenait le sable. Ces chausses de fortune, aussi fines que des feuilles, ne le protégeraient pas s'il venait à marcher sur l'un de ces rasoirs de côte. Il débuta sa pêche, retournant ici et là les quelques rocailles assez légères pour ses bras frêles, en quête d'un crabe suffisamment dodu, d'un poisson trahi par la marée, égaré dans une barbotière esselée, ou de quelques crustacés ne demandant qu'à être balancés dans un bouillon. Mais tandis qu'il s'évertuait à dénicher de quoi se remplir le ventre tout en pataugeant dans les mares de fange, Énéaque tomba malgré lui sur une prise insolite. Un homme, les vêtements en haillons, gisait sur un énorme rocher accoté à la paroi des falaises. Du sang, encore humide, imbibait une jambe de son pantalon, de sa cuisse à sa botte, quand d'autres taches vermillon, plus anciennes, lui salissaient l'épaule, la poitrine et l'un de ses mollets. Ce n'était pas la première fois qu'Énéaque trouvait un mort. À plusieurs reprises par le passé, le garçon avait découvert des corps échoués sur la grève, gonflés d'eau de mer, les chairs bouffées par les mouettes ou par les crustacés. Mais ici, l'inconnu était bien vivant. En témoignaient les intumescences rythmées de sa poitrine. Sans elle, Énéaque aurait pu croire que l'étranger avait passé l'arme à gauche. Immobile et stoïque, l'inconnu gardait une main fermement plaquée sur sa blessure, tandis que son regard montait vers le ciel. Sa peau était rouge carmin, parsemée de furoncles blanchâtres, qui suintaient de pus et de sang. Ses cheveux de craie, eux, s'étalaient sur la pierre infestée de varech. Énéaque s'approcha du naufragé sur le qui-vive, sa lance médiocre pointée vers lui. « Vous êtes vivant » demanda-t-il bêtement de sa voix fluette. Elias, qui ne bougeait pas d'un cil, se contenta d'ouvrir les lèvres. « Je ne sais pas, mon garçon. La seule chose certaine, c'est que je respire. »« Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je bronze, » plaisanta le tueur, pinçant rire. Bien entendu, Elias ne s'était pas retrouvé sur ce rocher par hasard. Quelques heures plus tôt, il assistait encore au macabre repas de l'hydre de Chaille. Mais alors qu'il observait avec une certaine réserve la créature se délecter de sa dernière proie, une question avait pointé du fond de sa conscience, sans doute héritée d'un instinct de conservation dont il n'usait plus depuis bien longtemps. Après le vieux capitaine, de quel malheureux l'hydre allait-elle faire son prochain repas? À cette idée, le contrebandier s'était fait la malle avec plus de vigueur qu'un renard surpris lors de son office au poulailler. Ce n'était pas vraiment qu'Elias avait craint pour sa vie. En vérité, ce fut davantage l'éventualité d'être dévoré qui le conduisit à sa fuite, plutôt que la perspective d'une mort certaine. Bien sûr, le tueur s'était déjà moult fois retrouvé dans des situations où l'on avait tenté de mettre un terme expéditif à son existence, et il ne s'en était jamais fait de sentiment. Mais le concept de finir dans le ventre d'une abomination anthropomorphe ne l'enchantait guère, au point qu'il avait préféré fuir la bête avant même qu'elle ne termine son dîner. Quant à pourquoi le pêcheur se trouvait là, blessé et exhibé sur ce roc émergeant du sable et de la caillasse, c'était un mystère qui ne tarderait pas à être levé un peu plus loin dans ce récit. Lorsqu'Elias détourna enfin son regard du ciel bleu pâle, ce fut pour jauger le gamin qui, à 2 pas, le menaçait de son ridicule bâton taillé. « Qui espères-tu aiguillonner avec ton cure-dent » le railla le contrebandier. Énéaque, décontenancé, raffermit sa prise sur son arme de pacotille. Il n'aimait pas les yeux baignés de sang de l'étranger. Elias l'ignora totalement. Il se redressa sur son perchoir, puis se laissa glisser sur les goémons pour atterrir chancelant sur le plancher des vaches. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon ?» Le gamin ne démordait pas de sa posture guerrière.
Tu as mauvaise mine, constata Elias. Tu t'es fait piétiner par un cheval ? Devant son mutisme, le tueur fourra la main dans sa botte pour dévoiler une petite bourse. Peut-être que quelques piécettes pourraient te faire retrouver l'usage de ta langue. Face à la perspective de s'enrichir, le jeune garçon devint moins retors. Cependant, il garda son bras armé, menaçant l'étrange naufragé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elias esquissa un petit sourire narquois et exhiba un solar entre son pouce et son index. « Que tu ne délivres pas un message ?» dit-il en lançant la monnaie qu'Énéac attrapa en vol. « Mais deux. » Le contrebandier dévoila une seconde pièce, attisant un peu plus la cupidité du voyou. Énéac estima le paiement déjà présent dans le creux de sa main. C'était une monnaie d'argent. Des pièces comme celle-ci, il n'en voyait pas tous les jours. Avec ça, on pouvait se payer un repas copieux avec un cruchon de mauvais vin dans un bouge sur les quais, et il restait encore quelques sous pour une ou deux petites emplettes. Et voilà que l'étranger lui proposait une double solde. Combien de pièces avait-il encore dans son escarcelle ? Énéac le jugea d'un regard. Le naufragé était dans un piteux état, claudiquant et blessé. Un filet de sang serpentait sous son cuir chevelu, louvoyait sous son oreille et entachait le col de sa chemise. Ses brûlures cutanées devaient le faire souffrir atrocement. Pourtant, il ne laissait deviner aucun signe de douleur. Animé d'un calme froid, presque incommodant, cet inconnu dégageait quelque chose d'étrange, une impression désagréable et insidieuse, une menace muette qui ne disait pas son nom. « Je pourrais très bien vous trouver le bide et repartir avec votre magot », se risqua tout de même le Galapia. Elias approuva. « C'est vrai, mais tu n'as pas l'air non plus en grande forme, mon garçon. Écoute, voilà ce que je te propose. Plutôt que de nous étriper comme deux crétins et que l'un de nous reste sur le carreau, accède à ma demande et je te laisse la totalité de mon bagage. » Il pencha légèrement la tête en avant. « Cela te convient-il » Énéac étudia un instant la proposition, qu'Elias appuya en poursuivant. « C'est ça, ou l'un de nous fera office de buffet à ciel ouvert dans les minutes qui viennent. Fais ton choix. » Finalement, le gosse acquiesça d'un air méfiant. « D'accord, on fait comme vous dites, mais pas d'entourloupe. Je vous perce comme un tonneau. » Elias leva deux mains en signe de reddition. « J'en suis certain, mon grand. » Lorsqu'Olgierd se réveilla au milieu de son appartement ravagé, la matinée était à peine entamée. Il resta longuement sur son divan, la tête traversée par une multitude de pensées et les yeux filant sur une cohorte de fourmis qui sinuaient sur son plafond. L'ancien officier avait laissé cette petite nuit lui porter conseil, et il constata avec joie, mais aussi appréhension, que son sommeil ne l'avait pas fait changer d'avis. Il allait partir. Mais avant, il se devait de retrouver Elias. Voilà 2 jours qu'il n'avait plus de nouvelles du pêcheur, et bien qu'Olgierd le pensait mort, il se refusait à quitter la cité sans s'être assuré du sort de son compagnon. Il se redressa, repoussa la table qui trônait au centre du salon, souleva le tapis et d'un coup de dague en guise de levier, fit sauter l'une des planches du parquet jusqu'alors dissimulée sous la carpette. Juste en dessous, une petite cache abritait le maigre trésor du bâtard. Une bourse bien ronde et une petite caissette de bois plein, vernie et joliment marquetée, qu'il déversa sur la table. Des bijoux en pagaille, chaînettes, pendentifs, bagues et bracelets tintinabulèrent de concert. Olgierd fit l'inventaire du pactole et présuma ce qu'il pourrait en tirer en vue de son départ prochain. En manipulant les colliers, les anneaux et les boucles d'oreilles, l'ex-lieutenant revoyait le visage des tueurs à qui il avait arraché chaque pièce de son trésor. Il y avait dans la perspective de revendre tous ces objets une morale étrange, presque ironique, de constater que le fruit du labeur qui le poussait à partir était le même que celui qui l'aiderait à fuir son ancienne vie. Olgierd se saisit du dernier bijou à avoir rejoint sa collection et l'étudia d'un œil hésitant. C'était une broche à cheveux plaquée d'argent, récupérée sur le cadavre encore chaud de Madame Lanvin, l'épouse du sinistre perruquier du quartier des Tisserands. En se remémorant leur visage dément, Olgierd se questionna à propos des 2 enfants du couple. Sans doute avait-il suivi le destin qu'il leur avait prédit, et qu'un lit infesté de puces leur était désormais assigné dans l'un des orphelinats de la ville. Soudain, le parquet craqua à l'entrée de l'appartement. D'un geste, Olgierd camoufla les bijoux à l'aide d'un torchon qui traînait sur le sol. « Qui va là ?» lança-t-il à travers la pièce. La réponse tarda à remonter du couloir. Sans attendre, le bâtard empoigna sa dague et se leva sans un bruit. « Je cherche Olgierd Vazrak !» rétorqua finalement une voix juvénile.
Je viens de la part d'Elias Choisel. Je rapporte un message. Le cœur d'Olgierd bondit dans sa poitrine. Le pêcheur était vivant. Approche, gamin. Ne reste pas dans le couloir. Olgierd entendit son invité surprise se frayer un chemin dans le bazar qui obstruait l'entrée. Avant même qu'Enéac n'apparaisse dans le cadre de la porte, son hôte cacha son poignard dans son dos. Il découvrit un garçon d'une dizaine d'années, visiblement mal nourri, avec des joues creusées et de petits bras chétifs. Son regard, à demi calfeutré sous un coquard mauve, brillait d'une volonté sotte, plus inconsciente que courageuse. Olgierd sut dans l'instant que le gamin était des bancs de sable. Les éruptions grises sur sa peau le présentaient pour lui. Il portait également des chausses ignobles, en toile de jute, pleines de viscosité et de matière nauséabonde qu'on aurait pu trouver au fond de la chaise percée d'un malade diarrhéique. « Tu as des nouvelles de Monsieur Choisel ?» questionna Olgierd en faisant fi des souliers du gamin qui ravageait son parquet. Enéac répondit la bouche pleine. Il s'était arrêté sur la route pour dépenser son argent récemment acquis, et dévorait comme le malappris qu'il était une paire de darioles confites aux oranges. « Ouais, j'ai trouvé ce matin, près des bouches à merde. Sur la grève juste en dessous de... » Il avala un morceau de pâtisserie si gros qu'il manqua de lui rester en travers de la gorge. « Juste en dessous de la manufacture des cercliers, » termina-t-il d'une voix étouffée. « Qu'est-ce que tu faisais là-bas ?»« Je pêchais, pardi. Y a qu'à cette heure qu'on peut choper du tourteau sans se faire emmouscailler par cet enfoiré de Beria et sa bande d'emmanchés. » Olgierd pointa du doigt les plaies du garçon. « C'est ce Beria qui t'a fait ça ?» Enéac opina du chef. « Et Elias, où est-il? Comment va-t-il ?»« Votre ami est dans un moche état, mais il est bien vivant. Il m'a dit de vous dire qu'il fallait que vous le retrouviez. »« Et où ça ?» Enéac se tut. Il mâchonna sa dariole en fixant le bâtard des yeux, attendant quelque chose. Olgierd échappa un soupir amusé. Il se doutait qu'Elias avait déjà rançonné le garçon pour ses services. Le petit espérait doubler sa paye, et l'ancien officier ne pouvait pas lui en vouloir. Il y a une dizaine d'années, il s'était maintes fois retrouvé dans la même situation que le garnement, et lui non plus ne s'était pas privé pour escroquer son prochain. Son regard glissa sur le torchon qui camouflait ses richesses. « Écoute-moi bien, demi-portion. T'auras pas un sou tant que j'aurai pas vu notre homme. Mais conduis-moi à lui et je te promets une récompense. »« Je préfère tâter la camelote avant de mordre à l'appât, » rétorqua le voyou. Olgierd soupira à nouveau, cette fois d'impatience. « À toi de voir. Tu veux vendre ton info? Soit. Je te propose de te rémunérer à la hauteur de ce qu'elle mérite. C'est-à-dire pas grand-chose. Si tu veux écouler ta marchandise, fais donc, mais décide-toi avant qu'elle ait perdu toute sa valeur, ce qui saurait tarder. Tu m'en as déjà trop dit. Je sais que mon ami est vivant, et même si ça me prendra un peu plus de temps, je pourrais sans peine le retrouver sans toi, à commencer par aller le chercher chez lui. Alors, tu décides quoi ?» L'ancien membre de la garde perçut un tic inquiet, un trait discret sillement de la paupière du garçon. Il avait visé juste. Alors qu'Enéac s'apprêtait à ouvrir la bouche, Olgierd lui coupa l'herbe sous le pied. « Trop tard, t'as laissé filer ta chance. » Enéac fit une moue enfantine, la frustration marquée sur son visage. « Ne sois pas mauvais perdant, » lui conseilla Olgierd avec un ton paternaliste. « L'échec est un précepteur à nul autre pareil, croisant un expert en la matière. Et si tu ne veux plus de ses conseils, ravale cette fierté mal placée et tâche de faire mieux la prochaine fois. Maintenant, file, et attends-moi dans la rue. Peut-être que t'auras le plaisir de m'accompagner. » Vaincu et penaud, le Galapia obéit, partiellement consolé dans l'idée qu'il n'avait pas encore touché la plus grosse partie de sa paye. Une fois qu'il fut sorti, Olgierd remisa précautionneusement sa bourse et sa cassette dans la cache, attrapa sa canne, puis rejoignit le garçon. Ils firent route ensemble à travers les bas quartiers. Olgierd s'amusa de la présence du gamin, à travers lequel il se revoyait, encore tout jeune, lorsqu'il errait dans les interminables rues de la Tannelle, avec pour seul objectif de dégoter un repas chaud et une poignée de devises. Ce n'était pas une époque heureuse, mais malgré tout, l'ancien lieutenant se la remémorait avec nostalgie. Sur leur chemin, le binôme croisa une escouade du guet du berceau qui battait le pavé. Les gardes dévisagèrent Olgierd d'un air belliqueux, animé de rancune et souhaitant sans doute redresser le tort qu'avait subi l'un des leurs. Le bâtard repensa brièvement à Antoine, qu'il avait fait quitter son appartement par la voie rapide la veille au soir, sans passer par les escaliers. Conséquence de ce raccourci, l'homme d'armes avait perdu sa gouaille en s'écrasant sur la terre ferme. Enéac et Olgierd descendirent les escaliers marchands, cette rude pente inégale qui dévalait la falaise, et atteignirent les quais d'encens en milieu de matinée.
Les hommes du guet disparurent au profit des chasseurs de gueux. La population muta pour trouver en masse des compagnies de débardeurs, des rassemblements de marins de haut fond, des pelotons de pêcheurs, des hordes de vendeurs à la sauvette et des carterons de putrelles. Enfin, après avoir traversé les allées de bois aussi étroites que bondées, où la foule coagule parfois jusqu'à voir éclater des échauffourées, Énéaque et Olgierd payèrent le droit de pontonnage à une bande de soudards, soi-disant chargés de la sécurité de la voirie. Le bâtard eut bien envie de renvoyer paître les spadassins, mais accompagné du jeune Énéaque, il ne se risqua ni à provoquer une esclandre, ni à tirer sa dague. Ils arrivèrent enfin devant la maison d'Élias et traversèrent la passerelle qui menait au seuil de sa demeure. « Entrez !» retentit une voix grisonnante après qu'Olgierd eut frappé la porte. À l'intérieur, Énéaque et lui trouvèrent le contrebandier en compagnie d'un barbon en toge cendrée et d'un garçon d'une quinzaine d'années paré des mêmes vêtements. Olgierd reconnut le grison. Il s'agissait de maître Guntamund, un mire et apothicaire maségrois réputé qui tenait boutique dans le Dédale, le quartier labyrinthique où la plupart des alchimistes de la ville, fabricants de potions, médicastres et pharmacopoles en tout genre, avaient pignon sur rue. Maître Guntamund était l'un d'entre eux. C'était un érudit sur le retour, à l'accent étranger très marqué. Il était de même origine que la mère d'Olgierd, qu'il avait connue par le passé. Son visage austère, son allure rigide et sa gestuelle insensible lorsqu'il s'occupait de ses patients lui avaient donné l'image d'un homme antipathique. Cependant, il lui arrivait souvent de proposer ses tarifs en fonction du malade qu'il traitait, amenuisant les dettes des impécunieux et gonflant celles des plus aisés. Aux côtés du praticien, le jeune homme qui l'accompagnait, au faciès soigné et se tenant plus droit qu'un gibet, ne pipait pas un mot. Ce devait être son apprenti. Mais Olgierd n'avait Dieu que pour le propriétaire des lieux. Il dévisagea Élias qui, installé sur un tabouret au milieu de la pièce, recevait les soins du chirurgien. Le pêcheur en culotte lui rendit un sourire gêné, et semblait bien affecté par son triste état. En plus des brûlures alchimiques qui lui rougissaient la peau, le tueur était couvert de bandages. Une partie de son crâne était rasée, dévoilant les lèvres closes d'une estafilade suturée. Une plaie, plus profonde encore, lui taillait la cuisse. Elle était camouflée par le pansement que Guntamund s'affairait à passer autour de sa jambe. Sans adresser un mot au contrebandier, Olgierd se tourna vers le guérisseur. « Que lui est-il arrivé » questionna-t-il, inquiet. Le mire déposa un regard lourd sur son patient. « Monsieur Choiseul s'est aventuré en des lieux peu recommandables, je le crains. Et sincèrement, je ne veux pas trop en savoir sur ce qu'il y faisait. Je suppose que vous n'êtes pas étranger à son état. » Guntamund avait déjà soigné Olgierd par le passé. Il connaissait sa réputation de fouineur et de fauteur de troubles. Élias, lui, restait silencieux, une expression de honte marquée sur son visage, pareille à celle d'un enfant confondu par ses parents après s'être blessé dans un endroit où il n'a rien à faire. L'ancien lieutenant examina la peau corrompue de son compagnon. « C'est soignable ?» Guntamund fit une moue perplexe tout en balançant la tête de droite à gauche. Il serra le pansement et se redressa devant Olgierd. « Débutons par le plus important. Il est possible que votre ami subisse de fortes fièvres dans les jours à venir. Il faudra le surveiller. Si cela devenait trop préoccupant, vous devrez impérativement me rappeler à son chevet. Sa plaie à la tête n'est pas très grave, j'ai pu la suturer. Mais si jamais il a des vomissements ou des vertiges dans les heures qui viennent, faites-moi également quérir au plus vite. Pour la dépigmentation de ses cheveux, je pense qu'il n'y a qu'à attendre que cela repousse. Pour son épiderme, je lui ai déjà prescrit les baumes qui devraient réduire les démangeaisons. Je suis plus inquiet pour les morsures et les pustules, car la corruption est déjà bien installée. Mais si votre ami prend bien la mixture que je lui laisse, à dose conséquente et régulière, et applique avec sérieux le miel de thym et l'huile de poivre noir, mes remèdes devraient faire leurs effets. Mais comme je lui disais avant votre arrivée, leur application ne sera pas des plus agréables. Je saurai m'y plier, convint Élias. J'y veillerai, assura Olgierd. L'ancien lieutenant restait toujours vigilant en présence de l'érudit. C'était un homme difficilement déchiffrable, aux expressions distantes et mystérieuses. Bien qu'il pouvait parfois être un peu rude, Olgierd se gardait toujours de le froisser. De nombreux bruits couraient à son sujet. Contrairement à la grande majorité des mires, Guntamund n'avait pas reçu l'enseignement religieux obligatoire pour exercer sa fonction.
Pour cela, certaines rumeurs lui prêtaient des pouvoirs occultes et même une réputation de sorcier. L'apothicaire lâcha un soupir de lassitude. « Bien, messieurs, si vous me le permettez, je vais vous laisser. D'autres m'attendent et j'ai de nombreuses visites à honorer. » Olgierd leva un sourcil. Gunthamund l'avait regardé avec un air étrange en parlant de la journée qui l'attendait. Il ne fallut pas longtemps à l'enquêteur qu'il était pour qu'Olgierd devine de quel patient il s'agissait. Du coup, le jeune homme ne put s'empêcher d'intervenir avec sarcasme. « Vous vous rendez chez le capitaine Navel, n'est-ce pas? Je croyais que vous ne l'appréciez pas. » Gunthamund le dévisagea, imperméable à la perspicacité du crâneur. « Je ne parle pas de mes patients. » Il ajouta, une malice dans l'œil. « Quant au capitaine Navel, il a une femme qui sait trouver les mots justes lorsqu'elle souhaite obtenir ce qu'elle veut. » Olgierd n'avait pas vu glisser sur lui le coup d'œil fugace d'Elias, au moment même où l'ex-officier avait évoqué le nom de son ancien capitaine. « Monsieur Choiseul, Monsieur Fasrak. » Gunthamund eut un regard désintéressé pour Énéac. « La bonne journée. » Les deux hommes le remercièrent, et le mirent disparut derrière la porte, précédé de son apprenti chargé de l'énorme sacoche que l'érudit avait apportée avec lui. « Que s'est-il passé » interrogea Olgierd sans attendre. « J'ai eu quelques déconvenues, » répondit Elias d'un air maussade. « Elles m'ont conduit à quitter les égouts bien plus vite que je n'y étais entré. Malheureusement, en pleine nuit, je n'avais pas vu que les sorties des canalisations débouchaient si haut au-dessus de la grève. La chute a été douloureuse. J'ai perdu connaissance un moment jusqu'à mon réveil ce matin. Je me suis demandé si quelqu'un me trouverait avant que je me vide de mon sang. Pour le reste, je pense que nous devrions nous entretenir en privé. » Énéac, près de la porte, plissa les yeux, intrigué. Olgierd se retourna vers le garçon. « Bien entendu, mais je crois que notre nouvel ami attend quelque chose, » fit-il remarquer à l'intention d'Elias. Le pêcheur indiqua une bourse posée sur une table tout près du garnement. « Sers-toi, petit, et merci pour ton aide. » Énéac ne se fit pas prier. Il attrapa la bourse et la fourra dans son pantalon puis s'approcha d'Olgierd pour se planter face à lui. D'un geste insolent, il tendit la main. Il est curieux de voir à quel point une histoire peut tenir à si peu de choses. Un mot, un geste, une pensée peut parfois suffire à bouleverser le destin d'une vie. Si ce jour-là, Olgierd s'était montré moins dur envers le Galapia, ce récit aurait pu aboutir à une fin tout à fait différente. « Tu n'auras pas un sou de plus, vaurien. Te voilà déjà bien assez payé pour ta maigre tâche. Tu ferais mieux de remercier Monsieur Choiseul pour sa générosité. Il me semble que grâce à lui, tu dois être le messager le plus grassement payé de la grande dame. » Le voyou lui jeta un regard assassin, puis tourna les talons. Il quitta la maison en claquant la porte. Elias mima une expression désapprobatrice sur son visage, qu'Olgierd prit comme une plaisanterie. « Ça lui apprendra à vouloir rouler son prochain dans la farine », conclut l'ancien lieutenant d'un air satisfait. L'ancien garde tira un fauteuil qui se trouvait là et s'installa près d'Elias. Le tueur, lui, attrapa la bouteille de vin à ses pieds, en but une lampée, simula le réconfort apporté par le breuvage et proposa une tournée à son invité. « Non, merci. » Elias ne releva pas, mais se rendit compte dans l'instant que quelque chose avait changé chez l'ex-officier. « Alors, racontez-moi tout. » Elias inspira profondément, ménageant le suspense. Puis, doucement, il commença le récit de son aventure. « Lorsque nous nous sommes quittés et que je suis entré dans les égouts, j'ai longuement erré le long des tunnels. Croyez-moi, Olgierd, quand je vous dis qu'il est facile de se perdre là-dessous. Chaque passage, chaque tournant, chaque mur se ressemble et rappelle le précédent. Si bien que très vite j'ai eu la sensation de m'égarer, et je sentais déjà poindre en moi l'angoisse de ne pas retrouver le chemin vers la lumière du jour. Les miasmes putrides saturaient l'air, si puissants qu'ils m'en faisaient tourner la tête. Les mêmes sons d'écoulement, de chicotement de rats baignaient les rues souterraines sur ce qui me sembla être des lieux et des lieux. Et puis, au bout d'un moment, le bruit des flots s'est accentué. J'ai commis la bêtise de m'approcher un peu trop près. Le tueur laissa filer quelques secondes de battement avant de reprendre. Je n'ai rien vu venir. En quelques instants, j'étais balancé dans le courant, happé par une rivière de merde et de déchets en tout genre, ballotté comme un jouet par sa furie. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne pouvais plus respirer, je ne voyais plus rien, je me noyais dans la fange. Puis j'ai eu l'impression de chuter pour atterrir dans une basse fosse. Pendant quelques instants, j'ai cru que j'étais mort et que c'en était fini. Et puis, je l'ai senti.
Cette brûlure infâme qui me maculait le corps entier, des ongles de mes pieds jusqu'à la racine de mes cheveux. Guntamun m'a dit qu'elles étaient dues à ces rejets chimiques. Elias frôla Olgierd d'un regard. Le jeune homme suivait son discours avec attention, le visage blême. Le tueur donnait le change avec brio. Tremblement, gorge serrée, il déployait toutes les compétences de son art théâtral pour donner l'impression que, malgré son apathie habituelle, les péripéties qu'il avait endurées ne le laissaient pas indifférent. C'était peut-être vrai. J'étais perdu. Ma peau brûlait dans les os et mes poumons s'embrasaient de vapeur caustique. Et alors que je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, une pluie tomba sur moi dans les ténèbres. Une averse de chair vivante et rampante. Olgierd recula doucement sur son fauteuil. Il anticipait déjà, épouvanté, la nature monstrueuse des créatures qui s'en étaient prises aux pêcheurs. Des blattes, démesurées et assoiffées de sang, plus longues et plus épaisses qu'une main d'homme. Bien qu'il s'y attendait, Olgierd frissonna à l'évocation des insectes. Nombre de témoignages attestaient l'existence des cafards géants. Ils étaient la terreur des égoutiers. Ces horreurs étaient bien décidées à me bouffer vivant. Déjà bien amoché, je fuyais le bassin et je trouvais par miracle un nouveau couloir dans lequel je fuyais au plus vite. Lorsque j'eus distancé les insectes, je m'arrêtais pour me débarrasser des derniers spécimens qui s'étaient voracement accrochés à moi. Je restais là, longuement, pétri de merde et de sang, et puis, au loin, perdu dans les ombres, une lumière vacilla. Il y avait là, au fond de ces catacombes, un endroit habité. Ce fut à cet instant, alors qu'Elias ne s'était pas encore totalement détourné de la réalité des faits, que le tueur débuta sa fable. Parmi tous les mensonges, les meilleurs d'entre eux restent ceux qui sont tapissés de vérité. Et maintenant qu'il avait gagné la pitié de son auditeur, et suffisamment capté son intérêt morbide et sa curiosité quant à la nature mystérieuse de ce repère secret, Elias pouvait sereinement attaquer la partie la plus fantasmée de son rapport. C'est là le secret de tout bon conteur. Détourner l'attention de son auditoire, le flatter des éléments les plus sensationnels de son récit, pour que dans l'ombre du détail, le fabuliste prenne son public à revers et le plante sournoisement dans le dos, au moment où il s'y attend le moins. Je trouvais une vaste cachette, dissimulée dans le cœur de l'île. C'était à n'en pas douter le repère de notre gibier. Heureusement pour moi, l'endroit était vide. Il contenait de nombreuses archives, écrites dans une langue qui m'est parfaitement inconnue. J'y trouvais aussi des armes exotiques, comme celles que l'on voit portées par ces basanés venus d'Oroman ou de Shai. Enfin, ce n'était pas le plus inquiétant. Un cercle était tracé sur le sol. Un tracé aux formes étranges et incompréhensibles, qui mêlait à ces symboles une palanquée d'éléments occultes. Des poudres odorantes, des bougies de cire noire et des ossements d'animaux. Malheureusement, je n'y suis pas resté bien longtemps. Mon état ne me le permettait pas. Une autre sortie s'offrait à moi depuis l'antre de la créature et je poussais plus en avant après avoir récupéré de quoi me faire un peu de lumière. « Est-ce tout ? Tout ce que vous avez vu ?» l'interrompit Olgierd, déjà fasciné par ce qu'il venait d'apprendre. Elias opina du chef, l'air désolé. « Dites-moi que vous connaissez le chemin de retour. » Cette fois, le pêcheur hocha négativement de la tête. « Je suis navré, mon ami, mais à la sortie du repère de la créature, je n'avais déjà plus tous mes esprits. » Olgierd réfréna ses questions. Elles étaient malvenues sur le moment, au vu de ce que le survivant avait enduré. « Mais je peux vous dire une chose, » reprit Elias. « Il n'y avait pas de vie dans les tunnels où je suis passé. Il semble que toute la faune qui hante ces couloirs, aussi répugnante soit-elle, ne s'approche pas de l'antre de l'hydre. Je me suis à nouveau perdu dans ces méandres sous la pierre, si longtemps que ma torche a fini par s'éteindre. Et j'ai erré, comme une âme en peine, dans l'obscurité pendant un temps que je ne saurais vous dire. J'ai marché à tâtons jusqu'à m'effondrer. Je me suis mis à crier comme un damné, à en perdre la voix. Mes hurlements résonnaient contre les parois et me revenaient en écho, comme si mes suppliques elles-mêmes ne trouvaient pas d'issue dans cet enfer. J'ai perdu connaissance, pendant un temps que je ne saurais vous compter, et à mon réveil, j'étais sûr qu'on ne me retrouverait jamais. Et puis, un léger courant d'air m'a effleuré. Était-ce mon imagination? Je l'ignore, mais je me mis à ramper, encore et encore, à la recherche d'une bouffée d'air frais. Lorsque je trouvais au détour d'un couloir un trou qui menait vers l'extérieur, je ne peux vous cacher que les larmes me montèrent aux yeux.
J'en perdis tout sens du raisonnable, et je piquais vers la sortie sans même faire attention au vide. Ce fut tout ce dont je me souviens jusqu'à ce que je me réveille sur la plage, avec ce jeune garçon que j'ai envoyé vous quérir. Un long silence succéda à l'histoire du pêcheur. Je suis sincèrement navré pour tout ce qui vous est arrivé, Elias. Si j'avais su ce qui vous attendait, jamais je vous aurais laissé partir. Si je l'avais su aussi, je n'aurais pas bougé d'un pouce et serais resté sur les bords de ce maudit canal où nous nous sommes quittés, rétorqua le blessé. Il jeta un regard curieux sur la canne d'Olgjord. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à qui il est arrivé quelque chose. L'ancien lieutenant eut un sourire compatissant. En effet, ces derniers jours n'ont épargné aucun de nous, mon ami. Mais consolez-vous, ce que vous rapportez de votre triste voyage a bien plus de valeur que la raison de mes déboires. Encore que, à bien y réfléchir, il soulève aussi des questions intéressantes, mais dont je ne souhaite plus vraiment trouver les réponses. Olgjord souffla du nez, amusé devant l'expression nigaude qu'affichait son hôte. Je compte quitter la tonnelle, Elias. À dire vrai, vous savoir en vie était la condition de mon départ. Pourquoi ce soudain revirement ? Nous aurons le temps d'en discuter. J'ai de nombreux préparatifs dont je dois m'occuper, et je resterai avec vous le temps d'être sûr que vous vous porterez bien une fois que j'aurai quitté la ville. Je suis surpris, mais vous avez l'air sûr de vous, et même apaisé à vous entendre. J'admets que je suis un peu gêné de vous voir jouer les gardes-malades pour mon compte, mais si je peux profiter de votre sympathie pour vous tirer les vers du nez, et en savoir plus sur la raison de votre choix, je saurais vivre avec cette petite mesquinerie. Un rictus amical se dessina sur le visage d'Olgjord. Votre conversation me manquera, Elias. Soyez-en certain. L'ancien officier quitta son siège, déposa une tape sur l'épaule encore valide du contrebandier et quitta la maison après avoir prévenu le propriétaire qu'il repasserait dans l'après-midi. Elias le salua avec affection, mais lorsqu'Olgjord eut passé la porte, un petit tremblotement lui agita le pied. Olgjord n'avait rien relevé de ces charlataneries, pas même un détail. Soit le jeune homme était si soulagé de partir qu'il en laissait ses talents au placard, soit il se moquait de lui. Une frustration, plus désagréable encore, le saisit. Si Olgjord découvrait la mort de son mentor sans lui, le tueur ne pourrait même pas observer sa réaction. De cela, il était hors de question. À peine le tueur avait-il renfilé ses hautes choses qu'on frappa à l'entrée. Elias balaya la salle du regard. « Vous avez oublié quelque chose » lança-t-il d'une voix forte. L'intrus poussa la porte sans qu'on ne l'y autorise. « Qu'est-ce que tu veux encore, petit ? Mes derniers deniers ne t'ont pas suffi ?» Énéac, la mine goguenarde, fixait Elias avec un sourire piquant. Il entra dans la pièce comme en terrain conquis et se campa devant le contrebandier. « Votre ami, vous l'avez méchamment embarbouillé. Votre coude vous êtes cassé la tête sur ce gros rocher où je vous ai dégoté. C'était du pipeau, pas vrai ?» Elias pencha la tête d'un côté. « Qu'est-ce qui te fait dire ça, mon jeune ami ? La marée monte assez haute dans ce coin-là. Elle vous aurait ramassé avec elle si ce que vous disiez était vrai. » C'est un détail que ne peut connaître qu'un gamin du quartier dans ton genre. Personne ne vogue sur ces hauts fonds, même lorsque la mer est pleine. Énéac gonfla de fierté, bien heureux de sa petite découverte. Et qu'espères-tu en gage de ton silence ? Plus d'or, c'est ça ? Le garnement acquiesça, ivre de cupidité. Je te remercie pour ta franchise, et pour m'avoir dévoilé ce détail qui m'avait échappé. Mais pourquoi m'extorquer moi plutôt que celui que j'ai dupé ? Vous avez plus à perdre, et vous avez l'air d'être du genre à casquer plus que votre ami. Elias se leva de son siège, grande silhouette, sinistre et écarlate. Énéac recula d'un pas. Sans un mot, le tueur se dirigea jusqu'à sa porte et fit tomber le loquet qui en barrait l'accès. « C'est vrai, » avoua-t-il en soupirant. « Ma gentillesse me perdra. » On ne revit jamais le garçon. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous considérez que mon travail mérite votre soutien, vous pouvez financer les Royaumes sans lune du montant de votre choix dans le lien Tipeee en description. Un grand merci à tous ceux qui franchiront le pas.